Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série unique sur le sujet du contrôle coercitif, découvrez des témoignages de professionnels spécialisés sur ce sujet, et ce, en approche pluridisciplinaire, couvrant les notions de droit, de sociologie, d'économie et enfin de santé de l'adulte et de l'enfant. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Dans ce podcast, en format court, découvrez l'origine du contrôle coercitif, extrait de l'interview réalisée avec Madame Fatima Le Grieger-Hattig. Madame Le Grieger-Hattig est psychologue clinicienne. Elle est aussi responsable de l'unité qui s'appelle l'USAP à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Enfin, elle est doctorante au LAPS à Nanterre Université. Je me suis intéressée aussi dans le cadre de la thèse sur les fondements de la théorie du contrôle coercitif. Et donc, bien évidemment, initialement, je me suis intéressée et arrêtée aux travaux de Stark avec la question des trois dimensions qu'il évoque, la répertoriation des comportements oppressifs et contrôlants. On retrouve également l'inégalité de genre et la privation des droits et des libertés fondamentaux. Il y a eu également l'évocation des travaux de Biderman en 1950 autour des techniques de soumission, comme le gaslighting, qui s'apparente à un matraquage psychologique. Ce sont des comportements qu'on retrouvait durant la guerre de Corée et dans lesquels on pouvait retrouver des mécanismes comme l'isolement, la dégradation et la manipulation psychologique. Puis, en avançant au cours de mes lectures, je me suis arrêtée sur les travaux d'Okun Lewis, qui était un psychologue clinicien et qui a porté aussi à la connaissance du milieu scientifique des recherches empiriques sur les violences conjugales à travers son ouvrage qui est Woman Abuse, Facts Replacing Myths, qui date de 1985 et qui va reprendre la genèse de la théorie du contrôle coercitif, puisqu'il y a eu des réflexions assez multiples, notamment French et Raven en 1959, qui vont aussi influencer la psychologie sociale et ils vont identifier différents types de pouvoirs, comme celui du pouvoir coercitif, celui de la récompense, le pouvoir légitime, le pouvoir d'expert et le pouvoir de référence dans ce qu'ils considèrent relation de pouvoir entre les individus, et notamment en référence à ce qui se passait dans les camps de concentration ou bien évidemment aussi les techniques de torture qu'on retrouvait dans les prisons en Chine. Okun va reprendre également les travaux de Serum et Singer en 1979, donc là qui relie à la fois la dimension de la psychologie sociale et la compréhension clinique aussi des interactions entre les individus. Et tout cela va aider à analyser les dynamiques de contrôle coercitif des violences conjugales dans une dimension interpersonnelle, mais aussi intrapersonnelle, en tenant compte aussi d'une analyse intersectionnelle des violences. Donc, c'est ce qu'on décrit à travers des modèles d'écologie sociale. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir aussi des conséquences sur la victime et notamment des conséquences sur le plan psychologique, sur le plan comportemental, sur le plan cognitif et de façon un peu plus large sur la santé. On a aussi Stephen Morgan, qui était psychiatre clinicien, qui va parler du terrorisme conjugal en 1982, et puis ce terme va être décliné par la suite par Johnson, qui va le reprendre à partir du terme terrorisme de l'intime. Donc, on peut effectivement dire que la psychologie clinique et la psychologie sociale ont contribué véritablement conjointement à la compréhension multidimensionnelle des dynamiques de contrôle coercitif au sein des relations conjugales, mais aussi de façon plus large à une approche plutôt systémique, parce que ça comprend également la dimension familiale, la dimension institutionnelle et plus largement la société. Plus récemment, je me suis particulièrement intéressée pour mes travaux de thèse et la recherche que je souhaite mener
auprès des victimes de violences conjugales, aux travaux de Dutton et Goodman, qui ont élaboré un modèle en 2005, un modèle d'écologie sociale, et qui, eux, vont s'intéresser et s'appuyer sur la réflexion de Okun autour des dimensions intrapersonnelles et interpersonnelles. Donc c'est pour ça qu'on décrit un modèle d'écologie sociale qui va permettre aussi cette analyse intersectionnelle et donc relever les vulnérabilités qui pourraient être existantes du côté des victimes au préalable avant l'installation de la relation de couple et les prémices du contrôle coercitif. On a aussi l'exploitation de ces vulnérabilités au fur et à mesure et la création de nouvelles vulnérabilités face au déploiement des stratégies de défense de la victime qui vont s'épuiser progressivement. Et également, dans ce modèle, ils évoquent les répercussions sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le registre comportemental. Et bien évidemment, à terme, ça va engendrer des difficultés sur la qualité de vie, sur les schémas cognitifs, la représentation du monde, des conséquences énormes sur la santé mentale en termes d'impact psychotraumatique, de séquelles avec des comorbidités anxio-dépressives, puisqu'on peut retrouver aussi des tentatives de suicide, des personnes qui vont entrer en hospitalisation suite à des dépressions sévères, ou encore des personnes qui seront dans l'impossibilité de sortir de chez elles, puisqu'elles seront face à des phobies quand elles sont à l'extérieur, donc la peur de prendre les transports, de surveiller constamment autour d'elles. Et puis, bien évidemment, on retrouve également des conséquences sur la santé physique qui découlent aussi de l'installation du circuit de la peur, ce circuit de la peur qui va s'installer de manière prolongée et qui a des effets assez tôt dans la relation puisque ça va interagir avec la dimension sensorielle, affective, viscérale, comportementale progressivement et à altérer véritablement tous ces champs-là par des manifestations physiques du stress au niveau du corps avec une augmentation du cortisol et de l'adrénaline. Et à terme, ça va être toxique dans le fonctionnement de la personne. En effet, donc il y a eu plusieurs recherches, plusieurs modèles pour en arriver à ce modèle et aux travaux de Dutton et Goodman qui s'appuient sur Okun. Donc c'est très clair. Tu as évoqué donc dans ce modèle 3 points, il y a des vulnérabilités préexistantes, il y a une exploitation de ces vulnérabilités chez la victime par l'auteur qui va créer donc de nouvelles vulnérabilités et des répercussions sur le plan cognitif, affectif et comportemental. Et juste pour rajouter sur ce modèle-là, la surveillance est là de façon constante Oui. et il y a aussi une retranscription des éléments, des stratégies de l'agresseur autour de la coercition et la transmission d'une menace aussi qui est là un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la victime et qui est régie par la surveillance. Donc si la surveillance reste insuffisante pour créer le pouvoir et la soumission auprès de la victime, à ce moment-là, il peut y avoir une menace qui va être exécutée par le passage à l'acte comme des violences physiques ou de l'intimidation, mais en tout cas un registre plus coercitif que celui du contrôle et la surveillance. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview réalisée avec Fatima Le Grigeratic sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite en format court. À bientôt.